Nous donnons maintenant la parole à Astrid Monnier de Lille sur l'impact de l'immunomodulation par tacrolimus sur le découplage ventriculaire droit dans un modèle porcin de mort cérébrale. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, et on vous voit et on voit votre diaporama. Super, merci beaucoup. Je m'appelle Astrid Monnier, je suis interne en chirurgie cardiaque au CHU de Lille et je vais vous présenter le projet de Master 2 que j'ai réalisé de l'autre côté de la frontière à l'Université libre de Bruxelles et qui s'intitule Impact de l'immunomodulation par tacrolimus sur le découplage ventriculaire droit dans un modèle porcin de mort cérébrale. Donc pour ça, je vous emmène dans le monde de la transplantation cardiaque et surtout de l'optimisation des greffons. En chirurgie cardiaque, contrairement à nos collègues, nous n'avons accès qu'aux donneurs en mort cérébrale. Or, on sait que la mort cérébrale peut être associée à une dysfonction cardiaque qui porte en général sur le ventricule droit et qu'on appelle plus précisément le découplage entre le ventricule droit et la circulation pulmonaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte de mort cérébrale, le ventricule droit peut ne pas être en mesure de s'adapter à la post-charge, c'est-à-dire ce qui se passe dans la circulation pulmonaire. Alors ce phénomène, soit il est symptomatique, bruyant, le patient est instable, on voit à l'échographie que le ventricule droit ne fonctionne pas bien, et alors on décline le greffon. En pratique, on décline 75% des greffons qui sont proposés, toutes causes confondues. Donc ça aggrave notre problématique de donneur. Ensuite, ce découplage, il peut être subtil, subclinique, même subéchographique. Et alors, on sait qu'on est amené à transplanter des greffons qui sont probablement suboptimaux et qui exposent nos receveurs à la dysfonction primaire de greffons qui, on le sait, est grevée d'une forte mortalité. Donc, pour cette raison, il y a vraiment un intérêt de comprendre la physiopathologie qui lie la mort cérébrale au découplage du ventricule droit. Alors, dans la mort cérébrale, on sait qu'il y a des modifications hormonales, des modifications hémodynamiques, mais hormis un bon management hémodynamique du donneur, on n'a pas identifié à ce jour de cibles thérapeutiques vraiment probantes. Donc, dans le labo à Bruxelles, on s'intéresse à autre chose, c'est l'activation de l'immunité innée. En effet, il y a plusieurs publications qui montrent que la mort cérébrale, en fait, correspond à une sorte de syndrome inflammatoire global, systémique, mais aussi local dans chacun des greffons potentiels, le cœur, les poumons, le foie et le rein. Et en l'occurrence, dans le cœur, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans le cadre de l'insuffisance cardiaque en général. Ici, c'est un diaporama issu d'une revue sur l'insuffisance cardiaque. On voit en bas, on voit un cardiomyocyte en souffrance et plus haut, on voit les cellules de l'immunité innée, notamment les macrophages et les neutrophiles. Et ben, de concert, ces cellules, elles vont produire toutes sortes de choses, notamment des cytokines pro-inflammatoires comme IL-6. Et en aval de cette cascade, eh ben, on a tout ce qui est délétère pour la fonction cardiaque, c'est-à-dire la fibrose et l'apoptose myocardique. Donc avant nous, les cardiologues ont eu l'idée de se dire, est-ce que si on module cette immunité innée, on peut protéger le cœur? Ils ont fait ça dans des modèles animaux d'infarctus du myocarde et ils ont testé le tacrolimus, qui est une molécule qu'on connaît bien en transplantation. Et ils montraient que administrer du tacrolimus à des animaux à qui on imposait un infarctus du myocarde, ça diminuait l'activation de l'immunité innée dans le territoire infarci et in fine, c'était protecteur au niveau structurel et fonctionnel. Donc, vous me voyez arriver. Ce qu'on voulait faire dans le laboratoire, c'est voir si le tacrolimus était capable de prévenir le découplage du ventricule droit et l'activation de l'immunité innée dans le ventricule droit d'animaux à qui on impose une mort cérébrale. Donc, pour ce faire, voici notre protocole. Donc, on travaillait sur un modèle porcin de mort cérébrale. On avait 3 groupes, les animaux en mort cérébrale traités par placebo, les animaux en mort cérébrale qui recevaient le tacrolimus en pré-traitement et des animaux contrôle. Tous les animaux étaient endormis et équipés de la même manière avec un certain nombre de cathéters et une bague ultrasonique autour de l'artère pulmonaire. On prenait un set de données à la base, des données hémodynamiques et des prélèvements sanguins. Ensuite, les animaux concernés par la mort cérébrale subissaient une injection sous-durale de sang autologue. Donc, en gros, on imposait une hémorragie ménagée à ces animaux, qui est d'ailleurs un mode assez fréquent d'entrer dans la mort cérébrale. Et typiquement, après une grosse souffrance cérébrale comme ça, les animaux développent ce qu'on appelle le réflexe de Cushing. C'est comme une dernière tentative de perfuser le cerveau avant l'engagement cérébral. Et c'est pathognomonique, c'est l'association d'hypertension et bradycardie. Et ce réflexe de Cushing nous a permis en fait d'avoir un benchmark sur lequel on basait le timing du protocole. Et donc, vous le voyez, on a répété nos mesures hémodynamiques et nos prélèvements sanguins toutes les 2 heures pendant 7 heures après ce réflexe de Cushing. Ces animaux malades étaient ensuite euthanasiés. Par contre, les animaux contrôles, eux, étaient euthanasiés après le set de données à la base.
Alors maintenant, ce qu'on a regardé précisément, alors in vivo, je vous le disais, on a fait des mesures hémodynamiques, on regardait les élastances. L'élastance, c'est un paramètre que l'on calcule à partir de courbes pression-volume, comme vous voyez à droite. Les courbes pression-volume, c'est ce qu'on obtient en cathétérisme cardiaque. Et l'élastance, dans le ventricule droit, l'élastance télésystolique, c'est un très bon reflet de la contractilité intrinsèque, c'est-à-dire indépendante des conditions de charge. Ensuite, on mesurait l'élastance artérielle pulmonaire, qui est l'inverse de la compliance et qui, elle, est un très bon reflet de la post-charge, c'est-à-dire ce qui se passe dans la circulation pulmonaire en aval du ventricule droit. Le couplage VDAP, c'est donc le rapport de ces deux élastances. Ensuite, sur les prélèvements sanguins, on dosait les interleukines en ELISA. Enfin, sur les biopsies de VD, on regardait l'expression génique de différentes molécules impliquées dans l'inflammation et l'apoptose. Et en immunohistochimie, on regardait l'infiltration par les polynucléaires neutrophiles, par les macrophages et le pourcentage d'apoptose par la méthode tunnel. Voici donc nos résultats, tout d'abord en termes de couplage. Donc, je vous l'ai dit, c'est le rapport des deux élastances. Ici, les animaux contrôles en blanc, les animaux malades en rouge et les animaux malades traités par tacrolimus en bleu. On regarde tout d'abord les colonnes rouges. Et on voit que le couplage chez les animaux malades, il dégringole au fur et à mesure du protocole, alors que chez les animaux en mort cérébrale traités par tacrolimus, il se maintient. On va maintenant décortiquer le couplage en allant voir ce qui se passe tout d'abord dans le poumon. Le poumon, l'élastance artérielle pulmonaire, en fait, elle grimpe chez les animaux en mort cérébrale jusqu'à être franchement bien plus élevée chez les animaux non traités que chez les animaux traités en fin de protocole. Donc, il y a une augmentation de la post-charge dans la mort cérébrale qui est prévenue par le tacrolimus. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Parce que normalement, un ventricule droit, il est capable de s'adapter à une post-charge. En rouge, ici, vous voyez que chez les animaux en mort cérébrale, le ventricule droit, il essaye de s'adapter, d'augmenter son élastance, mais il n'y parvient pas, c'est insuffisant. Et c'est ça qu'on appelle le découplage. Donc, le tacrolimus, il prévient le découplage surtout par la prévention de l'augmentation de la post-charge, c'est-à-dire ce qui se passe dans les poumons. Je vous montre maintenant les résultats les plus intéressants en termes de cytokines, et donc ils portent sur IL-6. On a vu qu'en fin de protocole, donc ce sont les colonnes de droite, les animaux en mort cérébrale avaient des concentrations circulantes en IL-6 significativement plus élevées que les animaux en mort cérébrale traités par tacrolimus. En miroir, on a regardé l'expression du récepteur d'IL-6 dans le cœur et on a observé exactement la même tendance. La surexpression du récepteur dans la mort cérébrale était prévenue par l'administration de tacrolimus. Et on trouvait de belles corrélations entre ces deux données-là et le couplage hémodynamique, ce qui suggère un rôle physiopathologique du couple IL-6 dans le sang, IL-6R dans le ventricule droit, dans la physiopathologie de l'atteinte ventriculaire droite dans la mort cérébrale. Maintenant, je vous montre brièvement les résultats d'histologie. Voici l'infiltration par les polynucléaires neutrophiles. On a de nouveau la même tendance. Ils sont plus présents dans la mort cérébrale, mais c'est en partie prévenu par le tacrolimus, avec de nouveau une corrélation au couplage hémodynamique. Enfin, le pourcentage d'apoptose, qui est aussi une des terminaisons de la voie de l'immunité innée. Cette fois-ci, c'est encore plus franc. Le tacrolimus prévient l'uprégulation de l'apoptose dans la mort cérébrale. Donc, voici donc une diapo de synthèse. On a vu que la mort cérébrale induisait un découplage entre le ventricule droit et la circulation pulmonaire, surtout via une augmentation de la post-charge. C'était prévenu par le tacrolimus, c'est comme ça que je représente en bleu. Il y a des altérations pro-inflammatoires dans le sang et dans le ventricule droit qui surviennent avec la mort cérébrale et qui sont prévenues par le tacrolimus. Donc, si on ne peut pas trop se presser à faire un lien de cause à effet, je pense qu'on a quand même de bons indices pour se dire que réguler l'immunité innée est une bonne piste pour améliorer les greffons cardiaques et pulmonaires, parce que comme on l'a vu, ils forment une unité interdépendante. Maintenant, quelle serait la prochaine étape? Ce serait de vérifier que le tacrolimus est toujours bénéfique en traitement après la mort cérébrale, ce qui correspond mieux à la réalité clinique. Et comme in fine, ce que l'on veut, c'est le bien du receveur, il faudrait envisager un projet plus ambitieux de transplantation où on vérifie que les greffons préconditionnés par tacrolimus vont mieux une fois transplantés chez le receveur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation sur la forme et sur le fond. Vous avez débordé de quelques secondes. Y a-t-il des questions? Alors, vous avez répondu à la question qu'on allait vous poser. Bravo, c'est un très joli travail, très complet, avec des applications cliniques qu'on voit, c'est formidable. J'avais deux questions. On se transplante beaucoup de fois à Lille aussi. Est-ce que vous avez
collaborer avec vos chirurgiens hépatiques pour leur filer le tuyau, d'une part. Et deuxièmement, moi, ça va être vraiment très difficile de travailler sur des gros animaux de plus en plus. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire ce travail sur le rat, par exemple? Alors, pour la première question, pour la transplantation hépatique, comme j'ai fait ce projet à l'hôpital Erasme, l'Université libre de Bruxelles, ben, je n'ai pas encore eu l'occasion. Probablement que si on pousse le projet plus loin, une des choses qu'on va regarder, c'est vérifier que le tacrolimus n'est pas délétère pour les autres organes, puisqu'on ne veut pas se faire d'ennemis, bien sûr. En pratique, j'ai regardé un peu la littérature sur les autres organes et on décrit des altérations pro-inflammatoires similaires. Donc, a priori, il n'y a pas de raison. Il y a déjà les corticoïdes qui ont parfois donné des bons résultats, notamment sur le foie, mais malheureusement, les données sont assez contradictoires. Donc, si je n'en ai pas parlé directement à nos collègues hépatiques, on ne les oublie pas et c'est sûr que personne ne se lancera à donner du tacrolimus aux donneurs sans vérifier que ce n'est au moins pas délétère pour le foie, le rein, le pancréas et on l'espère même bénéfique. Et puis, pour votre seconde question sur le rat, en fait, en pratique, le cathétérisme cardiaque chez les rats, c'est très dur. Pour faire ces boucles pression-volume, il faut réussir à se trouver au milieu de la cavité sans toucher les parois, etc. Pour en avoir un peu parlé à mes collègues au laboratoire, a priori, c'est à s'arracher les cheveux. En plus, la manière dont on calcule les élastances, on le fait avec une méthode qui s'appelle single beat, qui est un peu une spécificité du labo à Bruxelles, et pour laquelle on nécessite de mettre une bague ultrasonique autour de l'artère pulmonaire. Et honnêtement, je doute que ce soit techniquement très facile chez le rat et que le matériel existe. Voilà. Une dernière question. Oui, toute petite, bravo, oui, très courte. Entre c'est vraiment ce découplage, je veux dire, est-ce que c'est vraiment ce découplage qui est à l'origine de la perte de beaucoup de greffons? Il y a la durée, entre la durée et le moment du prélèvement et bien sûr de la greffe. Et il y a des modes qui jouent sur l'hypertension artérielle pulmonaire et sur les capacités de réagir de la post-charge ventriculaire, même du ventricule droit. Alors, dans les greffons qu'on élimine, donc là, je ne sais pas si j'ai dit le chiffre, mais en gros, on garde 25% des greffons qui sont proposés. Le cœur est l'organe pour lequel on décline le plus de greffons, donc c'est vraiment un problème. Bien sûr, il y en a qui sont déclinés pour lésions coronaires, lésions valvulaires. Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact de combien de cœurs sont éliminés pour une dysfonction ventriculaire droite qui, a priori, n'a pas d'autre cause que le contexte mort cérébrale. Je pense que l'inflammation joue beaucoup. En pratique, il joue énormément sur le poumon. C'est un œdème pulmonaire neurogénique. Et donc, en fait, on a une hypertension artérielle pulmonaire vraiment capillaire. Donc, normalement, le ventricule droit, s'il avait que ça, il serait capable de s'y adapter. Dans des modèles d'HTAP chronique, le ventricule droit s'adapte. Là, je pense qu'il ne s'adapte pas parce que lui-même est inflammé et du coup, ça réduit ses capacités d'adaptation. Mais pour répondre exactement à cette question, il faudrait faire des travaux où on impose la même hypertension artérielle pulmonaire à des cochons traités et non traités pour voir précisément quel est le bénéfice du tacrolimus sur la potentielle adaptation à la post-charge. Très bien. Merci beaucoup. Je vais demander... Ouais, pardon.